Pour la deuxième conférence du jour ou pour la quatrième intervention de la journée, pour ceux qui comptent, j'aimerais vous présenter la conférence ESG, Nouvelles normes IFRS S1 et S2. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles normes comptables sur le secteur de l'immobilier et de la construction? Pour vous en parler, je vais inviter notre conférencier Jean-Michel Champagne, responsable développement durable et chargé de cours à HEC Montréal, à monter sur scène. Alors, pour ceux qui ont participé au Petit Batimatech, on vous l'a demandé au début, là, ceux qui ont déjà entendu parler du Petit Batimatech, Jean-Michel a été l'un des invités les plus appréciés par les participants. Alors, nous osons croire que vous allez également fortement l'apprécier aujourd'hui, encore une fois. Alors, Jean-Michel, je te laisse monter sur scène. La parole est à toi. Un grand merci. Super. Rebonjour à tout le monde. Donc, certains d'entre vous m'aviez déjà vu au Petit Batimatech. Je suis de retour. Et Francis m'a encore donné un autre 15 minutes que je vais essayer de rendre le plus efficace possible. Mais je tiens à dire à Francis et l'équipe du Batimatech me mettre en troisième. Après les conférenciers qu'il y a eu avant, c'est de la torture. J'étais un prof, j'étais un enseignant. C'est épouvantable d'arriver et de dire non, mais j'en ai des choses à dire sur ces sujets-là. Je vais essayer de rester dans quelque chose qui est un peu plus drabe, mais qui ne sera pas IFRS S1, S2, normes extra-financières. On vient de sortir du micro, du VC, et là, on rentre dans le macro. Et on rentre on parle de ESG, on rentre maintenant dans les facteurs extra-financiers. ESG, on le tourne à toutes les sauces. Moi, je suis un peu un puriste. Là. Je rentre vraiment dans la définition de base. C'est où est-ce qu'on en est, c'est quoi ces espèces de documents-là. Si ça vous tente de lire des normes extra-financières et que vous souffrez d'insomnie, c'est une excellente recette. Donc, très bonne lecture de chevet. Ça l'aide vraiment au sommeil. Je suis un prof, comme je vous disais, j'enseigne. Le premier concept que je vais utiliser pour vous allumer l'esprit, c'est le concept de chaîne de valeur. On parle aujourd'hui avec le Batimatech de la révolution industrielle 5.0, hein, où on est rendu, on remonte 250, 200 ans en arrière, on a réussi à remplacer l'effort humain par l'effort de la machine à vapeur, donc plus besoin de bouger, le charbon le fait pour nous. Aujourd'hui, on est rendu dans la cinquième, on n'a plus besoin de penser, le charbon le fait pour nous. ChatGPT, ça ne fonctionne pas par magie, là, ça ne sort pas de nulle part, ça fonctionne avec de l'énergie. Il y a des gens qui sont derrière ça, il y a des dizaines de milliers de personnes aux Philippines qui regardent les requêtes et qui s'assurent que ça fait du sens. Ce n'est pas magique. On fait juste déplacer les externalités, on fait juste déplacer l'impact de nos activités cérébrales de réflexion ailleurs. Tout ça s'inscrit dans la chaîne de valeur de notre organisation où lorsqu'on produit une marge, on a des gens qui vont faire de la production, de la planification, de l'infrastructure, et ultimement, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours maximiser la valeur et aussi de minimiser les impacts négatifs. Encore faut-il les connaître. Encore faut-il connaître ces impacts négatifs-là. Donc, c'est un petit concept que je voulais vous dire sur quoi je m'arrête. On parle de facteurs non financiers. Donc, les facteurs extra-financiers qu'on va mettre dans ce qu'on va appeler des facteurs E ou S ou G. Donc, ultimement, quand on parle de cette analyse de risque-là, comprendre nos risques, comprendre nos impacts, c'est comprendre nos facteurs qui peuvent être financiers. On vient de parler de venture capital, on était dans le F majuscule, mais on peut aller au-delà et regarder nos facteurs non financiers, des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Les gens qui s'y intéressent, c'est les gens qui font rentrer l'argent dans notre entreprise. Et quand on parle de facteurs extra-financiers, on n'est pas dans la prise de risque, on est dans l'élimination de risques sous toutes les formes. Et les gens qui veulent éliminer les risques ou les réduire de leur investissement tout en maximisant le retour, évidemment, on reste dans la matérialité financière. Ça va être nos fournisseurs de capitaux propres, hein, nos investisseurs. Ça peut être aussi nos créanciers ou les subventions, les gens qui nous prêtent de l'argent. Probablement que la prochaine fois que vous irez changer d'institution financière pour votre entreprise, ça se peut que la nouvelle institution vous pose des questions ESG avant de vous donner une marge de crédit d'affaires. Ah oui? Ah oui! On veut réduire nos risques et l'exposition à des risques qui ne seraient pas nécessairement visibles sur des états financiers. Nos revenus, d'où viennent nos revenus? Ils viennent, en 95 du temps, de nos clients, des gens à qui on vend, qui peuvent être d'autres entreprises ou des consommateurs finaux. Eux aussi s'intéressent à acheter un produit qui n'est pas néfaste pour l'environnement, au meilleur prix. Et finalement, les remboursements d'assurance. On ne se le cachera pas, la question des assurances, les risques climatiques sont de plus en plus importants. On ne fait plus n'importe quoi, n'importe où, parce qu'on peut avoir un sérieux problème de désassurance. Si vous avez des opérations en Californie ou en Floride ces jours-ci, vous savez qu'est-ce que c'est. Les assureurs se retirent des zones les plus risquées et ce sont des facteurs extra-financiers. L'exposition à un ouragan, une inondation, c'est extra-financier. Les facteurs ESG, il n'y a rien de nouveau.
mais c'est une grosse patente. Il y a plein de morceaux. Ce qui est nouveau, c'est la consolidation. Ça, je l'avais mentionné au Petit Bâtiment Tech. On est en train de ramener toutes ces patentes-là, des normes, des certifications, des accréditations, on les ramène dans un langage universel et simplifié. De notre côté de l'océan, et dans beaucoup d'autres pays, on utilise, par exemple, pour nos normes comptables, les normes de l'IFRS. Et l'IFRS, qu'on utilise pour les normes comptables, peut aussi maintenant être utilisé pour nos normes extra-financières. Donc, cette consolidation-là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à la fin du mois de juin, on a sorti les deux premières normes de déclaration extra-financière, IFRS S1 et IFRS S2. D'où le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça m'a pris un petit 4 minutes pour vous dire pourquoi je suis venu vous parler de ça. Parce que les gens qui font rentrer l'argent dans nos organisations commencent à s'intéresser à réduire le risque, les risques qui ne sont pas nécessairement visibles de manière financière. Ne parlez pas en panique, n'allez pas chercher ces documents-là et essayer de les lire tout de suite en vous disant qu'est-ce qui va arriver. Ces normes-là, ces méta-normes-là, là, je suis au niveau macro, au niveau général, ce sont des normes qui ont été conçues pour standardiser la façon que les entreprises vont faire leur reporting extra-financier pour les gens avec qui on a une relation d'affaires et un risque monétaire. Lorsqu'on parle, par exemple, on parlait avec Carbone Léo, on disait la communauté, on va aller chercher de l'acceptabilité sociale. Ultimement, ça, c'est de la double matérialité. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui a un signe de dollar au bout, mais ultimement, oui, ça peut être bon pour les affaires quand même de se soucier de la communauté, de faire de la valeur partagée. Toutefois, ces normes-là vont être appliquées lorsque les autorités canadiennes en valeur mobilière, donc l'Autorité des marchés financiers au Québec, va dire « Nous voulons que les entreprises cotées à la bourse déclarent, probablement en 2024, d'ici 2024, d'ici la fin de l'année, il va y avoir une décision qui va être prise et qui va dire à partir de 2024, vous commencez, puis en 2025, c'est obligatoire pour les entreprises cotées en bourse. » J'espère que je n'ai pas perdu personne, là, personne somnole, ça roule, mais ce qui est intéressant, ce que ça veut dire, pour ceux qui connaissent la plateforme Cedar, par exemple, si vous travaillez dans une université, on aime bien Cedar, surtout dans une école de gestion, c'est l'endroit où on va les mettre, par exemple, pour une entreprise cotée en bourse, tous les rapports publics. Et là, tout d'un coup, les rapports de durabilité, les rapports de RSE, les rapports ESG, ça ne sera plus une belle affaire de communication sur notre site Web, ça va devenir un rapport standardisé comme nos états financiers, disponible au public et aux investisseurs, aux créanciers, aux actionnaires, aux clients pour la prise de décision formelle, hard business. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire plus. Une entreprise qui n'est pas soumise aux IFRS, une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, peut utiliser ces normes-là pour dire sur quoi je me concentre en premier. Qu'est-ce qui est important? Parce que je vous parlais de chaîne de valeur, même si vous n'êtes pas coté en bourse, si vous avez un client qui est coté en bourse et qui doit faire une déclaration standardisée, bien dites-vous bien que ce qu'il va vous demander, parce que vous êtes un morceau de sa chaîne de valeur, c'est ce qu'il doit déclarer. Et c'est pour ça que ces normes-là, même si c'est très high level, même si on se dit que c'est un peu loin de nous quand on est dans une PME ou dans une entreprise à capital fermé, si vous avez des clients, si vous faites partie d'une chaîne de valeur, il va y avoir des gens, des clients, des créanciers, des investisseurs qui vont vous poser des questions là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'aller passer à travers des centaines de pages pour voir qu'est-ce qui nous touche en résumé. J'ai fait ce travail pour vous et j'ai essayé de le résumer à peu près en 3 diapos pour vous aider. Première des choses, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est seulement à cause de la régulation et des obligations? Non. N'importe quelle entreprise peut décider de faire une déclaration extra-financière selon les normes ou selon d'autres référentiels comme le GRI ou ce que vous voulez. Tout le monde peut le faire pour différentes raisons. Si c'est pour une régulation, habituellement, on n'a pas vraiment le choix de le faire d'une manière solide et ferme. Toutefois, au niveau de la gestion du risque, on parlait de Carbone Léo tantôt, quand on est la première présentation, je trouve ça intéressant. La gestion du risque, c'est quoi? C'est un rejet du projet à l'origine. Pourquoi on veut faire un projet comme il faut? Parce que le plus grand risque aurait été un rejet de projet. Ce n'est pas une obligation des investisseurs, ce n'est pas une obligation des créanciers, c'est notre survie, littéralement. Parfois, ça va être une question de positionnement stratégique. Si vous êtes dans les énergies renouvelables, par exemple, c'est une question de positionnement stratégique. On va aller chercher certains types de capitaux particuliers. Si, par exemple, vous êtes dans l'agriculture, si vous êtes dans l'alimentaire, j'aime bien General Mills. General Mills le dit souvent, grosse entreprise agricole. On fait de la bouffe depuis 150 ans. Si on va être encore là dans 150 ans, il faut sauver la planète maintenant, parce qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. C'est du positionnement stratégique, ce n'est pas une demande des investisseurs. Si je prends les S1, S2 pour qu'on se demande, OK, mais qu'est-ce que je devrais faire en premier? Eh bien, si vous voulez commencer, si vous posez la question, comment je devrais faire ma stratégie RSE? Ma stratégie RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Donc, si je veux construire ma stratégie de RSE,
qui est la RSE, c'est la science, en fait. La RSE, c'est la vraie chose, c'est la vraie science qu'on suit pour construire notre stratégie. Les facteurs ESG, c'est la façon qu'on le communique, la façon qu'on le fait voir, la façon qu'on met des cibles et des indicateurs. Donc, si vous voulez construire une vraie stratégie de déclaration extra-financière, dans le S1, cette nouvelle norme-là, il y a 4 éléments de base qu'il faut suivre. Chaque déclaration que vous allez faire, peu importe sur quel élément de vos impacts ESG, doivent suivre un chemin à 4 voies. La déclaration sur la gouvernance, la stratégie, la gestion de risque et les cibles et indicateurs. J'y reviens plus tard. Du côté des éléments climatiques, de base, dans l'IFRS S2, ce que toutes les entreprises cotées en bourse vont devoir se concentrer et déclarer, ça va être d'identifier les opportunités, les éléments de risque liés au changement climatique, les risques physiques, être inondé, passer au feu à cause des changements, à cause des feux de forêt, et les risques de transition. J'ai des opérations en Europe. L'Europe a des règles plus strictes que celles du Canada. Je perds mes opérations en Europe. Si je n'adapte pas ma chaîne de valeur aux normes européennes, c'est un risque de transition. Ma banque va couper mon financement, mon taux d'intérêt va monter parce que j'ai décidé de ne pas embarquer dans la décarbonation. C'est un risque de transition. Donc, il va falloir aussi décrire dans ces déclarations-là notre chaîne de valeur. Quand je vous disais, il n'y a pas juste qu'est-ce que nous, on contrôle, de qui on achète, qui sont les gens en amont. Donc, si vous êtes en amont d'une entreprise qui va devoir faire une déclaration, cette entreprise-là va être obligée de déclarer l'impact de vos opérations sur sa chaîne de valeur à elle. Vous me suivez? Donc, d'ici en 2024-2025, vous allez avoir beaucoup de clients qui vont commencer à vous poser des questions. C'est quoi le CO2 des édifices que je loue? C'est quoi le carbone intrinsèque du béton que vous utilisez dans mes coffrages, par exemple? Parce que moi, j'ai besoin de faire une déclaration. Le béton dans mes coffrages, ce n'est pas moi qui le fournis, ça vient d'un cimentier qui, lui, passe à travers des revendeurs. Oui, OK, bon, on remonte la chaîne jusqu'à la production, jusqu'au cimentier, pour finir au locataire, qui finalement n'est pas dans le béton, qui est un locataire d'espace, qui peut être un vendeur d'assurance, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va devoir faire. Déclarer nos GES de scope 1 et 2, l'énergie qu'on consomme, mais aussi le scope 3, le fameux périmètre 3, donc l'empreinte carbone de nos opérations. Un voyage en avion, Air Canada brûler le kérosène, c'est votre scope 3. Il a brûlé le kérosène pour déplacer vos employés. C'est votre scope 3. Vous louez des espaces à bureau dans un édifice, vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas le gaz naturel, le chauffage, c'est votre scope 3 aussi. Vous achetez du matériel, vous ne faites pas de compostage, pas de recyclage, tout s'en va en enfouissement, c'est votre scope 3. Vous avez des serveurs qui carburent à ChatGPT, c'est votre scope 3 aussi. Clin d'œil, ça en fait partie, c'est le genre de choses qu'on va devoir calculer. Plus spécifiquement, ce qui est intéressant avec ces normes-là, c'est qu'il y a 77 catégories d'industries, et je ne veux pas perdre personne, là, il y a 77 industries différentes pour qu'on puisse dire au-delà de ça, que devrions-nous regarder? Du côté, par exemple, de la construction et de l'ingénierie, plusieurs gens ici sont dans ce domaine, c'est pour ça que je l'ai sorti, il y a ce qu'on appelle l'appendice B33. Appendice, ce n'est pas l'organe là, qui peut faire mal. L'appendice, c'est l'appendice de l'IFRS S2, qui est encore en format draft, donc il pourra encore avoir des modifications. Mais grosso modo, on va demander aux entreprises de construction et d'ingénierie, par exemple, l'impact environnemental de leur projet. Déclarer tous les incidents, toutes les poursuites, toutes les amendes, tous les problèmes environnementaux qui sont survenus dans leur projet et leur stratégie pour les mitiger de façon standardisée. L'intégrité, la sécurité des infrastructures, les coûts des non-conformités, par exemple, l'analyse de cycle de vie des bâtiments et des infrastructures. Oh, l'ACV, l'analyse de cycle de vie, ça veut dire du coffrage, de la fondation, jusqu'à la démolition du bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer avec ce bâtiment-là? Comment on va l'opérer? Ça ratisse large. Et l'impact climatique des projets, on regarde surtout l'exposition, par exemple, à des projets pétroliers. Donc, une entreprise qui est exposée à des projets d'énergie fossile va devoir le déclarer, surtout dans l'ingénierie et la construction. Pour ceux qui sont plus du côté immobilier commercial, d'autres personnes ici à Bâtimatech, on va se concentrer beaucoup sur l'énergie, la consommation, les sources, nos certifications, l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Au Québec, on est moins pressé avec ça, c'est moins urgent. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où chaque goutte compte. L'impact sur les occupants. Est-ce que nos occupants sont bien dans nos immeubles? Comment on partage nos responsabilités par rapport à l'impact environnemental? Comment on collabore? Et l'exposition au changement climatique des actifs. Risque d'inondation. Oh, risque d'inondation. Risque par rapport au changement climatique, les risques de feu. C'est ce qu'on va commencer à gratter. Ça, c'est le minimum que les entreprises, par exemple, qui sont cotées en bourse vont commencer et il va y avoir un effet
boule de neige sur notre fameuse chaîne de valeur. Et c'est là qu'on va tous être impactés par ces nouvelles normes-là, au moins sur ces éléments-là que je viens de vous montrer, qui sont les bases. Vous voulez vous préparer? Comme je vous disais, dans les S1, dans les S2, dans ces nouvelles normes-là, il y a toujours 4 éléments à suivre. La gouvernance. Il faut démontrer qu'on a mis en place une structure solide et efficace, top-down, afin de gérer et implanter la stratégie. Ça doit venir d'en haut et on doit avoir des gens sérieux, intelligents pour le faire. La stratégie, c'est une stratégie qui permet justement de gérer les risques et les opportunités spécifiques à notre modèle d'affaires. La gestion des risques, c'est d'écrire clairement les processus et les outils. Comment qu'on le fait? J'ai réussi à identifier ce qui est un problème pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour le mitiger? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et les cibles et indicateurs, quand on parle de facteurs ESG, c'est ça, les facteurs ESG. C'est nos cibles, c'est nos indicateurs, où est-ce qu'on est, comment on se compare. Et j'ajoute une 5e étape, parce que c'est jamais assez. Pour ceux qui n'auraient pas à faire de déclaration obligatoire, réfléchissez maintenant la communication. Comment qu'on le partage? Comment qu'on est transparent? C'est quoi notre exactitude? Parce qu'ultimement, c'est une course. Mais ce n'est pas une course où il y a un gagnant, c'est une course où plus on avance ensemble, plus on est collectivement gagnant. Donc, on l'a vu cet été avec les feux de forêt, les coupures de courant d'Hydro-Québec, par exemple, alimentées par les feux de forêt. Oh, ça peut toucher notre modèle d'affaires si on n'est pas résilient. L'image en bas à gauche, des inondations en Beauce, les petits gâteaux vachons à l'arrêt parce qu'il y a eu des inondations catastrophiques. En haut à droite, un groupe qui, pour une raison de gouvernance, pas une raison environnementale, a eu des problèmes de gouvernance dans la gestion de leur maison de retraite. Oh, ça nous affecte, c'est un facteur de gouvernance. Et vous voyez l'image en bas à droite, on veut des tomates produites au Québec. Oui, mais est-ce que les employés sont bien traités? Donc, c'est une image d'un dortoir insalubre dans une entreprise d'ici. C'est un facteur social où on avait mal évalué les risques et où on a eu une perte de valeur globale. J'arrête là-dessus. On n'aura pas de temps pour les questions, mais je vais être au cocktail après s'il y en a qui voulaient continuer la discussion. Très ouvert. Merci à tous.